Je m'appelle Sarah et voici mon histoire. Nous vivions dans une maison de 3 étages et nos voisins les plus proches se trouvaient à plus de 3 kilomètres. C'était une nuit chaude d'été et mes amis et moi avons décidé d'aller nous baigner à la plage qui se trouvait à côté. Il n'y avait que moi et mes 2 meilleures amies, Anna et Léa, qui étaient venues passer quelques jours chez moi pendant que mes parents étaient en voyage. Une fois notre baignade terminée, nous sommes rentrés. Nous étions arrivés devant la maison lorsque nous avons remarqué qu'une des lumières du premier était allumée. Nous n'y avons pas trop fait attention, jusqu'à ce qu'on entende un gros bruit et que la lumière s'éteigne. Nous avons toutes sursauté et j'ai laissé tomber mes clés sur le sol. J'ai attrapé mon téléphone dans ma poche pour appeler la police, lorsqu'une de mes amies, Anna, a pris les clés et a ouvert la porte. Au même moment, j'ai remarqué que mon téléphone n'avait plus de batterie. Nous avons appelé Anna à plusieurs reprises, mais avant qu'on ait pu l'empêcher d'entrer, elle était déjà à l'intérieur, se précipitant dans les escaliers pour monter à l'étage. J'ai demandé à mon autre amie, Léa, d'appeler la police avec son téléphone, pendant que je partais à la recherche d'Anna. J'ai gardé les lumières éteintes, et je me suis dirigée vers la cuisine pour attraper un couteau, puis vers l'étage, armée mais anxieuse. J'étais à mi-chemin lorsque je me suis arrêtée, tenant le couteau en face de moi, et j'ai appelé Anna à plusieurs reprises. Aucune réponse. Mon anxiété empirant, j'ai recommencé à grimper lentement les marches. J'ai entendu quelqu'un chuchoter mon prénom, mais avant d'avoir pu atteindre le palier, j'ai vu les voitures de police par la fenêtre. J'étais soulagée et j'ai décidé de les laisser faire leur travail. J'ai fait demi-tour en courant, trébuchant au passage. J'étais quasiment arrivée à la porte, quand elle m'a violemment claqué au visage. J'étais terrorisée, mon cœur battait à 1000 à l'heure. Avant que j'aie pu ouvrir la porte à nouveau, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi, et je me suis immédiatement figée. Je me suis lentement retournée, pour découvrir une silhouette sombre à ma droite, pointant son pistolet sur moi. À ce moment-là, la police a fait irruption dans la maison, et l'intrus est reparti en courant vers l'étage. J'ai lâché le couteau que je tenais toujours, et j'ai éclaté en sanglots hystériques, jusqu'à ce qu'un policier me calme. J'étais tellement inquiète pour mon ami, et que cet envahisseur n'ait toujours pas été maîtrisé. Le policier m'a escortée à l'extérieur, pour rejoindre mon amie Léa, et nous avons attendu en silence ensemble, pendant que d'autres policiers fouillaient la maison pour les retrouver tous les deux. Après une demi-heure de recherche, ils ont finalement trouvé Anna, inconsciente. Il n'y avait aucune trace de l'intrus. Il semblerait qu'il l'avait assommée avec quelque chose. En la voyant comme ça, j'ai recommencé à pleurer, à la fois d'inquiétude, et parce que je savais que ça aurait pu être moi aussi si la police n'était pas arrivée à temps. Une fois que nous nous sommes assurés qu'elle avait bien repris connaissance, nous avons supplié la police de fouiller la maison une nouvelle fois, avant que nous revenions à l'intérieur, pour dormir tranquille. Ils se sont exécutés, mais n'ont toujours rien trouvé. Nous n'allions jamais réussir à dormir, donc nous avons fini par passer la nuit à l'hôtel. 5 ans sont passés depuis cet incident, et mes amis et moi nous sommes perdus de vue, parce que les deux avaient déménagé dans des départements différents, et c'était difficile de garder contact. Ma famille a décidé de vendre notre maison et déménager, donc nous avons commencé à trier nos affaires, pour savoir ce qu'on gardait et ce qu'on jetait ou donnait. Mes parents se sont occupés de l'étage, pendant que ma sœur et moi gérions le rez-de-chaussée et la cave. Après avoir fini le premier, il était temps de passer à la cave. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur l'ancienne valise de mon père. Nous avons essayé de la porter pour la jeter, mais elle était inexplicablement lourde. Nous l'avons ouverte pour voir ce qu'elle contenait, et ce que nous avons vu à l'intérieur nous a sonné de choc. Il y avait des ossements humains. Nous avons hurlé, alertant nos parents qui ont tout de suite appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont pris la valise avec les ossements, pendant qu'on les regardait avec horreur. C'est là que je me suis souvenue de l'incident d'il y a toutes ces années, et je me demande s'il y a un lien entre les deux. Quand j'avais 23 ans, je suis allée en Floride pour rendre visite à mon amie Sophie, qui habitait là-bas. Sophie était ma meilleure amie au lycée, mais elle avait dû déménager en pleine année scolaire à cause du travail de son père. Nous sommes restés en contact, et après toutes ces années sans nous voir, nous avons décidé de louer une petite maison pendant 1 mois pour nous retrouver. Nous avons cherché sur le net pendant un moment, mais elles étaient toutes hors de notre budget. Puis finalement, nous en avons trouvé une qui n'était vraiment pas chère, mais malheureusement pas meublée. Au vu de la différence de prix, c'était toujours rentable, et nous l'avons prise. Le lendemain, nous sommes allés sur place, et le propriétaire nous a fait visiter les lieux. Une fois les clés en poche, nous sommes allés à Ikea pour acheter les nécessités. Tout se passait bien,
jusqu'à 3 jours plus tard, où des choses étranges ont commencé à se produire. Une nuit, alors qu'on dormait, nous avons entendu ce qui ressemblait à un rire de clown devant la porte d'entrée. Sophie s'est levée pour inspecter, mais il n'y avait rien. Le lendemain, alors que Sophie était partie faire des courses et que j'étais devant la télé, j'ai entendu le même rire. Je suis allée regarder à mon tour, mais toujours rien. Les heures sont passées, et nous étions en train de cuisiner lorsque nous avons entendu le même bruit. Seulement cette fois, il y avait autre chose avec, comme un bruit de couteau avec les rires. Au bout d'un moment, nous avons entendu « Ouvrez, c'est la police !» Sophie a pris un couteau au cas où, puis elle est allée ouvrir la porte. Ce n'était pas la police. C'était un homme déguisé en clown, tenant des ciseaux à la main et prêt à la poignarder. Mon amie a été plus rapide. Elle lui a planté son couteau dans la jambe, puis elle m'a entraînée à sa suite dans la cave, dont nous avons verrouillé la porte avant d'appeler la police. Pendant que Sophie était en ligne avec eux, j'ai vu quelque chose de bizarre. Une main dans un sac poubelle. Je l'ai nerveusement ouvert, et à ma grande horreur, il contenait un corps qui avait été dévoré. Sophie l'a vu en même temps que moi, et ça l'a coupé net. Le clown avait réussi à nous rejoindre malgré sa blessure. Il s'acharnait sur la porte en nous hurlant d'ouvrir. Nous pensions que c'était la fin, jusqu'à ce qu'on entende la police arriver. Lorsqu'ils nous ont dit que nous pouvions sortir, nous avons été choqués de découvrir que le clown n'était autre que l'homme qui nous avait loué la maison. Il s'est avéré que c'était un tueur en série, qui attirait ses victimes avec un loyer faible pour la région, puis revenait quelques jours après pour les assassiner. Sophie nous avait sauvé la vie avec son réflexe. Je ne pense pas que j'aurais été capable de faire la même chose. Nous sommes toujours en contact, mais cet incident nous a traumatisés à vie. Quand Liam l'a vu pour la première fois, il a capté toute son attention au premier regard. Ethan. Il avait un visage terriblement beau et était toujours entouré de femmes. La raison principale pour laquelle Liam l'avait abordé était qu'il voulait être aussi populaire auprès des femmes qu'Ethan. Et oui, c'était bien Liam et personne d'autre qui avait fait le premier pas. C'était lui qui s'était jeté tout droit dans la gueule du loup. Quand il était en première année à l'université, Liam a fait en sorte de se rapprocher d'Ethan. Ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. Mais après un moment à le fréquenter, il a découvert quelque chose d'étrange. C'était l'odeur de pourriture qui émanait de lui, qu'il n'avait jamais senti avant. Liam lui a demandé, à moitié sérieux, s'il travaillait dans une usine de poissons la nuit. Mais Ethan l'a juste regardé sans répondre, une expression neutre sur le visage. Il y avait des jours où l'odeur était particulièrement forte, et à chaque fois, Ethan avait l'air très fatigué. Liam et ses autres amis se posaient de plus en plus de questions à son sujet avec le temps, mais lorsqu'il les posait, Ethan ne répondait jamais. Ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'à chaque fois qu'il se serrait la main, ou même simplement s'effleurait, l'odeur persistait sur Liam pendant plusieurs jours. Il a fini par arriver au bout de sa patience, et a exigé d'Ethan qu'il lui dise ce qui diable causait cette odeur. Ethan lui a alors appliqué une sorte de pommade sous le nez, comme du dentifrice, et lui a dit « Attends, tu vas bientôt commencer à sentir cette odeur sur ton corps toi aussi. » Il a même ri à voix haute en disant ça. Mais un jour, il a arrêté de venir à l'université. Il ne répondait même plus à Liam, qui était très inquiet pour lui et se demandait ce qui lui était arrivé. À la même période, une rumeur a commencé à circuler à son sujet. Une rumeur disant qu'il était en prison. Liam était choqué. Mais il y avait quelque chose d'encore plus choquant que ça. Parce qu'au même moment, Liam a trouvé la source de l'odeur. Ce qui a été révélé par la police était qu'Ethan trafiquait des corps humains. Il se faisait une fortune en achetant ou en revendant des cadavres en bon état via le dark web. Il a été difficile pour la police de trouver des preuves, parce que ces transactions dataient d'il y a déjà un long moment, et ils n'en avaient plus refait depuis. Dernièrement, un élève de leur université a été porté disparu, et au cours de l'enquête pour le retrouver, les crimes d'Ethan avaient été révélés au grand jour. L'élève disparu avait été retrouvé avec un autre cadavre, dans le sous-sol de la maison d'Ethan. Dans ce sous-sol se trouvait un cercueil spécialement conçu pour empêcher les corps de pourrir. Il y avait aussi plusieurs produits servant à embaumer les cadavres. Il avait gagné beaucoup d'argent avec ce business malsain. Il avait même fait des plans pour acheter des terres et déménager loin de là. Lorsqu'il a appris tout ça, Liam était au-delà de choqué.
Il était dégoûté d'avoir pu être l'ami d'un tel monstre. Éventuellement, le temps a fini par passer, et Liam a commencé à mettre tout ça derrière lui. Mais il y avait une chose qu'il ne pourrait jamais oublier. C'était quelque chose qu'Ethan lui avait dit auparavant. Un jour, il lui avait soudainement proposé de venir piquer une tête dans sa piscine. La piscine de chez lui était étrangement grande et profonde. Si profonde qu'on ne parvenait même pas à distinguer le fond. Cette profondeur a effrayé Liam, qui a refusé d'y aller finalement. Ethan l'a taquiné, le traitant de lâche, et a insisté pour qu'il saute dans l'eau, mais Liam a tenu bon. Maintenant qu'il y repense, cette décision lui a probablement sauvé la vie. Pour une raison qu'il ignorait, il était convaincu que sa peur de ce jour-là n'était pas seulement due à la profondeur de l'eau. C'était quelque chose dans les yeux d'Ethan et dans son expression qui l'avait terrifié. Si Liam avait sauté dans la piscine ce jour-là, il aurait probablement fini dans son cercueil spécial qu'il avait fabriqué. Et comme cette autre victime, il aurait été vendu à quelqu'un, sans laisser aucune trace, contre une grosse somme. Dans la ville de Ben, il y a une route tristement célèbre. 3 personnes sont mortes en passant sur cette route, en l'espace de quelques mois seulement. Et tous roulaient seuls en pleine nuit. À cause de ça, de nombreuses rumeurs ont commencé à se répandre partout. Des rumeurs disant qu'un disciple de Satan avait appelé un démon sur cette route, ou encore qu'un tueur apparaissait là à chaque nuit pluvieuse, et ainsi de suite. N'y croyant pas une seconde, Ben n'y a jamais prêté attention, se disant que ce n'était que des commérages, jusqu'à ce qu'il passe lui-même sur cette route une nuit. La nuit en question, il s'est retrouvé sur la fameuse route par hasard. Il a repensé aux rumeurs, qui ont commencé à le mettre mal à l'aise, et il a frissonné. Pour se changer les idées, il a mis de la musique entraînante, et s'est même trémoussé. Mais soudainement, il a commencé à pleuvoir. Ben s'est parlé à lui-même, se traitant d'idiot de ressentir de la peur. Mais il était envahi de frissons. Il a fini par accélérer pour traverser cette route sinistre, aussi vite que possible. C'est là qu'il a vu un homme, debout au beau milieu de la route. Il a écrasé la pédale du frein. L'homme, reflété dans la lumière, a commencé à avancer lentement vers Ben, toujours au milieu de la route. Ben a baissé sa vitre et a crié à l'homme. « Mais vous ne savez pas que c'est une route dangereuse ?» L'homme s'est approché de lui et a examiné sa voiture. Puis il a tendu le bras et a pointé au loin en disant « Pourriez-vous me conduire là-bas ?» Ben lui a demandé ce qu'il y avait là-bas. L'homme a alors répondu « Vite, on va mourir si on reste sur cette route !» Ben a trouvé ça étrange, mais il ne sentait rien de menaçant émaner de l'homme. Mais ses yeux étaient remplis de sang, et ses dents semblaient toutes cassées aux manquantes. Ben lui a demandé s'il était blessé, et l'homme lui a répondu qu'il allait bien. Ben lui a dit qu'il pouvait l'emmener en ville, mais l'homme insistait qu'il n'avait besoin d'aller qu'à quelques mètres devant eux. Ben l'a pris dans sa voiture et a redémarré. Il lui a demandé à plusieurs reprises ce qui lui était arrivé, mais l'homme le regardait sans dire un mot. Puis, prenant Ben complètement par surprise, il lui a attrapé la tête et l'a violemment cogné contre le volant. Ben a écrasé le frein, tout en se faisant attaquer, et la voiture a tourné avant de s'arrêter avec un bruit de pneus crissants. L'homme continuait de le cogner, et dès que la voiture s'est arrêtée, il a sauté du siège passager et s'est enfui à toute vitesse. Ben était complètement confus à cause de la douleur extrême, mais dès qu'il a retrouvé un semblant d'esprit, il a appelé la police. C'est là qu'il en a pris conscience. L'endroit où il s'est fait attaquer était l'exact même endroit où tous ces accidents s'étaient produits. L'homme l'avait volontairement attaqué pour qu'il écrase sa voiture contre les barrières. Mais par chance, grâce à sa maîtrise de la voiture, il avait réussi à l'arrêter et lui faire prendre le bon angle pour qu'elle ne se crache pas. Ben a raconté à la police tout ce qui s'était passé, et l'homme a pu être arrêté. Il a complètement nié toutes les accusations, répétant qu'il avait simplement demandé un trajet. Mais en fin de compte, il a quand même été emprisonné. Bien que quelques années se soient écoulées depuis, Ben se souvient encore très bien du regard fou de l'homme, alors qu'il lui a écrasé la tête de toutes ses forces. Et à chaque fois qu'il y repense, il sent la crise de panique arriver. S'il n'avait pas réussi à éviter l'accident ce jour-là, il n'y aurait jamais survécu.
Cette histoire nous vient de Max. Il est actuellement âgé de 16 ans, mais quand son père lui a raconté cette histoire pour la première fois, il n'en avait que 9. Max habite dans le Wisconsin, et pendant l'été, il fait vraiment bon à l'extérieur. Donc ils font souvent des barbecues et des feux de camp. Un soir, son père l'a assis à côté de lui. Le feu flamboyant devant eux donnait à leur visage une lueur sinistre. Il a dit à Max que cette soirée-là était le moment parfait pour lui raconter une vieille histoire, bien connue des gens de leur pays d'origine. Il y a des années de cela, un couple voyageait en voiture tard la nuit. L'air était envahi de brume et se rafraîchissait. Le couple, que l'on nommera Carla et Dane, avait passé toute la journée à conduire pour se rendre chez la mère de Dane, et il leur restait encore de nombreuses heures de route à faire. Avec le brouillard qui s'épaississait et la fatigue qui commençait à l'accabler, Dane a demandé à Carla de chercher une ville dans laquelle il pourrait passer la nuit. Scrutant les alentours au loin, Carla a repéré une faible lueur qui brillait loin devant eux. Alors qu'ils s'en approchaient, la lumière devenait de plus en plus brillante. C'était un lampadaire à huile, menant à une petite ville. Carla et Dane ont fait un petit tour en voiture dans ces rues, avant de s'arrêter devant un grand bâtiment en bois, d'aspect ancien. L'auberge de Maria indiquait une vieille pancarte à l'extérieur de la porte. Dane a dit à Carla que ça semblait être un bon endroit pour passer la nuit. Carla n'a pas répondu, parce qu'un pressentiment glacé avait grimpé le long de son dos, à la seconde où ils avaient dépassé le lampadaire. Mais avant qu'elle puisse en discuter, Dane avait déjà quitté la voiture et poussé les portes de l'auberge. Hésitante, Carla l'a suivi à l'intérieur. L'odeur d'un feu lui a aussitôt empli les narines, mais rien ne brûlait. Carla a trouvé Dane en train de parler à une vieille femme, assise sur une chaise à bascule tout aussi vieille. Elle l'a rejoint et lui a demandé qui était cette dame. Dane l'a regardée et, en souriant, lui a répondu que c'était Maria, la propriétaire, qui venait juste de leur proposer une chambre pour la nuit. Se tournant de nouveau vers la femme, Dane lui a dit « Encore merci, madame ». Pendant ce temps, Carla observait la dame. Elle semblait avoir été très belle dans sa jeunesse, mais le temps ne lui avait pas fait de cadeau. Des rides et des taches brunes criblaient son visage. Sa veine dépassait de ses mains tremblantes. Des mèches blanches bouclées s'échappaient d'un foulard noué élégamment autour de sa tête. Carla et Dane se sont installés dans leur chambre. Bien que tout semblait vieux et laissé à l'abandon, la chambre était plutôt agréable. Un lit, une petite table, une salle de bain et une fenêtre donnant sur la rivière derrière l'auberge. Carla et Dane venaient tout juste de s'asseoir, lorsqu'un coup à la porte les a tous les deux fait sursauter. Ils se sont regardés, puis Dane s'est levé pour ouvrir. « Oh, bonsoir Maria », il a dit en la voyant, soulagé. Carla a écouté leur conversation et a entendu Maria mentionner un service de nuit à l'église locale auquel elle allait assister, et qu'elle serait ravie si le couple voulait bien se joindre à elle. Dane a jeté un œil à Carla, et avec hésitation, elle a hoché la tête, lui donnant son accord pour accepter. Sur le chemin de l'église, Carla n'a jamais pu se débarrasser de ce pressentiment étrange qui la suivait depuis leur arrivée dans cette ville. Lorsque l'église est apparue devant eux, Carla a été subjuguée par sa beauté. Elle était gigantesque, avec un grand clocher surplombant l'entrée, une cloche massive sous une croix, et d'énormes portes en bois qui menaient à une salle en forme de dôme, comportant une scène. Sur la scène se trouvait une femme d'une grande beauté, en train de chanter d'une voix angélique. L'église était pleine de monde. Tous les habitants de la ville, selon Maria. Le mauvais pressentiment de Carla s'est intensifié. Le couple accompagné de la vieille dame s'est tenu près de la scène, là où le chant de la femme était le plus fort. Et Carla a remarqué que la femme brillait, littéralement. À chaque parole, elle brillait davantage, devenant aveuglante, obligeant Carla à détourner les yeux. Son attention s'est portée sur Dane et lui a pris la main. Il semblait hypnotisé par la femme, et ce constat a mis Carla très en colère. Au bout de quelques instants, elle a obligé Dane à la regarder et lui a demandé, presque en pleurant, s'il pouvait rentrer à l'auberge parce qu'elle ne se sentait pas bien. Dane a accepté et a dit au revoir à Maria, qui les a suppliés de rester. Le chant de la femme est devenu tellement fort et son corps est devenu tellement brillant que Carla avait l'impression qu'il allait exploser. Quand ils sont retournés à l'auberge, Carla s'est immédiatement allongée et a sombré dans le sommeil. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Tout était beaucoup trop lumineux. Carla a ouvert les yeux. Dane était endormi à côté d'elle. Elle a regardé autour et son cœur a failli s'arrêter. Incapable de parler, elle a secoué Dane pour qu'il se réveille. Il a regardé Carla, puis la scène qui l'a choqué tellement. Ce qu'il pensait être l'auberge dans laquelle ils avaient dormi
était en fait un tas de bois et de pierres. Ils ont regardé plus loin et ont découvert qu'il n'y avait ni ville, ni rivière, ni église. Il n'y avait que de gros tas de gravats autour d'eux, là où les bâtiments qu'ils avaient vus se trouvaient. Leur voiture était garée près d'une grande pancarte, à moitié enfouie dans le sol, les mots gravés dessus, estompés par le temps et les intempéries. Paniqués, Carla et Dane ont couru jusqu'à l'entrée de la ville, là où se trouvait le lampadaire. Et étonnamment, il était bien là, se dressant intact et incongru, au milieu de cette ville fantôme. Soudainement, sur la route au-delà du lampadaire, un vieil homme sur un chariot tiré par un âne est apparu. Le couple lui a frénétiquement fait signe. « Que puis-je faire pour vous ?» il a demandé. Carla, au bord de l'hystérie, lui a tout raconté. Du moment où ils sont arrivés, jusqu'à leur réveil au milieu des décombres. L'homme l'a écouté jusqu'au bout, son visage s'assombrissant au fur et à mesure du récit. À la fin, Carla l'a regardé dans les yeux et lui a demandé, essoufflé, ce qui était arrivé à la ville. Le vieil homme a soupiré. « Je ne sais pas quoi répondre à cela, très cher. Il y avait bien une ville ici, mais cela fait plus de 50 ans qu'elle a disparu. Une bombe a frappé directement l'église, une nuit de service, tuant tout le monde instantanément. La seule chose qui en soit sortie intacte, c'est ce lampadaire. » Carla et Dane se sont enfuis, laissant l'homme près de la lumière. Alors qu'ils couraient vers leur voiture, des rires se sont élevés partout autour d'eux. Ils ont démarré en trombe et sont allés droit chez la mère de Dane qui, bien sûr, ne les a pas crus. Personne ne les a crus. Le couple a fini par perdre la raison après ce qu'ils ont traversé. Ils ont même essayé de retrouver la ville à plusieurs reprises, mais n'ont jamais réussi. Et un jour, ils ont aussi disparu. Ils sont toujours portés disparus à ce jour. Max n'est plus très proche de son père, mais il raconte toujours ses histoires. Celle-ci a toujours été sa préférée. Restez en sécurité et restez loin des lumières. Ce récit est l'histoire vraie d'une expérience inexplicable qu'a vécue James. Ce qui lui est arrivé a complètement changé sa vie. Désormais, il n'est plus la même personne qu'il était. Un jour, il y a 5 ans, il était en train de regarder YouTube comme d'habitude. En naviguant à travers les diverses vidéos proposées, il est tombé sur la miniature d'un YouTuber qui avait exactement la même tête que lui. Très surpris, il a cliqué dessus. Et encore plus surpris, il a découvert que le YouTuber dans la vidéo avait sa tête. Que ce soit ses yeux, son nez, sa bouche, et même la forme de ses narines, étaient exactement ceux de James. Et ce n'est pas tout. Sa voix, son sourire, ses sourcils et les taches sur son visage étaient aussi exactement pareils. Quand il a vu la vidéo la première fois, il a pensé qu'il l'avait peut-être faite lui-même et avait souffert d'une sorte d'amnésie partielle. Mais ça n'avait aucun sens. Il y avait plein de vidéos. Il ne les aurait quand même pas toutes oubliées si c'était lui qui les avait faites. Comme c'était très choquant, il a montré la chaîne à ses parents et ses amis. Et tous ont dit presque la même chose. « Ne sois pas ridicule, c'est ton sosie alors ?» En riant. Peu importe à quel point James essayait de leur expliquer, ils ne l'ont pas cru. Ils ont juste continué à rire en voyant ces vidéos, pensant que c'était une blague. Ils étaient persuadés que le youtubeur en question était bien James. Il a fini par demander à sa mère s'il avait un frère jumeau, mais elle lui a répondu « Oh, tu fais une vidéo prank ou quelque chose comme ça? Tu es bien un youtubeur !» Il a soudainement réalisé que même s'il avait un jumeau, ça ne tenait toujours pas debout. Même des jumeaux ne pouvaient pas être aussi identiques. Il a commencé à se demander si quelqu'un avait utilisé son image pour créer une sorte de deepfake et faire ses vidéos. Mais pourquoi? Ce n'était pas comme s'il était une célébrité ou un homme extrêmement attirant. C'était juste un garçon ordinaire, et il n'y avait aucune raison que quelqu'un utilise son visage. Il a fini par envoyer un email au youtubeur, accompagné de sa photo, pour découvrir la vérité. Il lui a écrit « Qui es-tu? Pourquoi utilises-tu mon visage? Ou alors est-ce vraiment ton visage aussi ?» Il a également joint des photos de son bras, avec une vieille cicatrice de brûlure qu'il avait eue quand il avait 7 ans, ainsi que de son nombril qui était très particulier. Il se disait que ces choses-là ne pourraient jamais être identiques. Quelques jours plus tard, il a reçu une réponse. Elle disait « Bien essayé, tu as fait un deepfake avec mon visage. Je parierais mes orteils que tu es en train de t'amuser avec ma photo. Sérieusement, si tu me ressembles vraiment, je découperai mon petit orteil avec plaisir et je te l'enverrai. Et au fait, comment es-tu au courant pour la cicatrice sur mon bras? Qui diable es-tu? Intéressant. Si tu veux vraiment me prouver que c'est bien toi,
Faisons un appel vidéo. Ça fera du contenu intéressant. James a donc accepté l'appel vidéo, et ils l'ont lancé. Dès que l'appel a commencé, les deux se sont tenus le cœur, et ont commencé à manquer d'air sous le choc. C'étaient les exacts mêmes visages. Il y avait deux James. James a à peine eu la force d'arrêter l'appel. Et quand son visage a disparu, la douleur s'est également dissipée. L'autre aussi avait paru extrêmement choqué, et son expression de choc était exactement pareille que celle de James. Il a essayé de reprendre ses esprits, puis lui a écrit « Tu me crois maintenant? Tu vas vraiment te couper l'orteil ?» Mais l'autre n'a jamais répondu. Puis un jour, une nouvelle vidéo a été publiée sur sa chaîne. Elle avait pour titre « Le doppelganger ». Lorsque James l'a vue, des frissons lui ont parcouru le corps, mais il n'a pas pu s'empêcher de la regarder. Dans la vidéo, l'autre fixait la caméra avec un visage sans expression. Ça a duré un moment, puis avec un sourire bizarre, il a pris un miroir et a fixé son reflet. Il l'a fixé pendant presque 1 heure, en riant hystériquement. À la fin, il a fracassé le miroir et a crié « Est-ce que ce visage est le mien ou le tien ?» Puis la vidéo s'est terminée. C'était vraiment très glauque. Après cette dernière vidéo, rien d'autre n'a été publié sur la chaîne, pendant plusieurs semaines. James vérifiait quotidiennement, mais il n'y avait rien. Il a commencé à devenir nerveux. Et si quelque chose était arrivé à l'autre? Quelques jours plus tard, il a reçu un appel. Quand il a décroché, son cœur a failli s'arrêter. « Bonjour, ici la police. Est-ce bien monsieur James ?» James a confirmé d'une voix tremblante et leur a demandé s'il y avait un problème. Ce que le policier lui a répondu a failli lui faire perdre connaissance sous le choc. Quelqu'un avec le même prénom que vous, James, a été signalé disparu. Et nous avons découvert qu'il avait récemment communiqué avec vous via email. Nous avons retracé ses mouvements. Il s'est avéré qu'il a pris un vol en direction des États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus? James était au-delà de choqué. Non seulement son visage, mais même son prénom était identique au sien. Selon la police, ils avaient trouvé un carnet chez lui. Et voici ce qu'il contenait. 12 mai 2017. J'ai l'impression que je suis en train de m'effacer du monde depuis que je l'ai rencontré. Mon reflet dans le miroir s'assombrit de noir, comme un trou noir. Le miroir ne montre plus mon reflet. 15 mai 2017. Je perds mon sens d'identité. Même quand quelqu'un appelle mon prénom, je ne sais pas si c'est moi qu'ils appellent ou quelqu'un d'autre. Je ne sais vraiment plus qui je suis. 27 mai 2017. Hier, j'ai vomi du sang et j'ai été emmenée aux urgences. Le médecin m'a dit que mes organes étaient en train de pourrir. Il ne savait pas ce qui causait ça et ne savait donc pas comment me traiter. Il m'a juste regardé avec impuissance. 3 juin 2017. Aujourd'hui, je me suis brusquement évanouie dans la rue en marchant. J'étais vraiment chanceux qu'un passant me fasse un massage cardiaque. Il a dit que mon cœur s'était arrêté pendant un moment. 5 juin 2017. Dans le lit, je réalisais qu'une silhouette noire sinistre était en face de moi. Debout, immobile, cette chose m'a dit « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû ». 6 juin 2017. Chose à faire cette semaine, trouver l'autre moi, m'en débarrasser. C'était la dernière entrée du journal. Il n'y avait plus rien d'autre après, et James a supposé que l'autre avait quitté sa maison tout de suite après. Une pensée soudaine l'a frappé de plein fouet. Il lui avait donné son adresse. Il n'aurait jamais imaginé que les choses prendraient cette tournure. Il était terrorisé. Le lendemain, un de ses amis lui a envoyé un message. Et ce message l'a une nouvelle fois choqué. « C'était cool de te voir hier. Merci pour le verre. Mais tu avais l'air différent de d'habitude. C'est un peu bizarre. » James l'a immédiatement appelé pour en savoir plus. Et son ami a dit « Ouais, t'es revenu aujourd'hui. Est-ce que c'est ton sosie que j'ai rencontré hier ?» en éclatant de rire. James lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé la veille, en inventant une gueule de bois comme excuse. Et son ami lui a dit « Tu plaisantes ? On a rigolé et papoté, en regardant les photos qu'on avait prises chez toi. Mec, comment ça se fait que t'aies oublié ton chemin pour rentrer ? J'étais crevée après t'avoir accompagné. » À ce moment-là, James a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Il a été incapable de prononcer un mot. Ses oreilles ont commencé à siffler, et la voix de son ami lui demandant si ça allait semblait lointaine. James avait immédiatement et instinctivement compris ce qu'il attendait. Il a été pris d'une peur indescriptible. Il s'est précipité dans sa chambre et a fermé la porte derrière lui. Il entendait sa famille parler et rire dans le salon. Ses jambes l'ont lâché, parce que, parmi les voix qu'il entendait, il y avait également sa propre voix et son propre rire. James tremblait de peur, se tenant derrière la porte. Après quelques instants,
Il a entendu des bruits de pas se dirigeant vers sa chambre, se rapprochant de plus en plus. Puis, la poignée s'est lentement tournée et la porte s'est ouverte. L'autre était bien là. Non, c'était James qui se tenait à la porte. Il était figé de terreur, face à face avec un autre lui. L'autre a souri largement et s'est dirigé vers un miroir de plein pied qui se trouvait dans la chambre. Il a fixé son reflet dans la glace, puis James, à tour de rôle. Il a répété ce mouvement, de plus en plus vite, avant de commencer à suffoquer. « Je n'arrive plus à me voir dans le miroir !» il a hurlé. Il s'est mis à courir vers James avec un cri perçant. James est tombé au sol, alors que l'autre l'étranglait, en criant « Pourquoi moi? Si ça veut dire que c'est soit toi, soit moi, alors meurs à ma place. C'est la seule solution. » James essayait de se débattre, en suppliant son sosie d'en discuter. Il était sur le point de perdre connaissance. Soudainement, l'autre a poussé un petit cri et s'est écroulé au sol. Il s'est roulé par terre, se tenant le visage et hurlant de douleur. Ses yeux ont commencé à gonfler comme s'ils allaient éclater. Il s'est mis à saigner du nez, des deux narines à la fois. Son visage s'est tordu et déformé d'une manière terrifiante. Puis les bruits ont commencé. Les bruits affreux de sa mâchoire s'arrachant et tous les os de son corps qui se brisaient. James a hurlé, absolument terrorisé par la scène effroyable à laquelle il assistait. Mais son hurlement n'était rien comparé à ceux d'agonie de l'autre. Puis brusquement, tout s'est arrêté. Un silence mortel a envahi la pièce. James a regardé son sosie pour découvrir qu'il était horriblement défiguré et qu'il avait déjà arrêté de respirer. Il a appelé les secours. Étant donné que l'autre était méconnaissable, la police a eu beaucoup de mal à l'identifier. Pour ne pas arranger les choses, ses empreintes étaient exactement les mêmes que celles de James, laissant la police totalement confuse. Les autorités ont fouillé minutieusement sa maison et ses biens, et sont également entrés en contact avec ses amis et connaissances. Mais tous ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. L'affaire est restée un mystère inexplicable. Elle a fini par être classée non résolue, puis fermée. À ce jour, James n'a aucune idée qui était l'autre. Personne dans ce monde ne savait qui il était. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis tout ceci, mais James souffre encore de cauchemars. Dans ses rêves, lui ou l'autre s'approche et lui serre la gorge. Il ressent une douleur intolérable, jusqu'à la mort. Puis à son dernier souffle, il se réveille en sursaut. Il n'a plus jamais été capable de se regarder dans un miroir depuis. Il va bientôt subir des opérations de chirurgie plastique. C'est peut-être son seul moyen d'échapper à ce cauchemar.